Le DAF Fresh Morning, c'est 104.5 tonnes de bonne humeur. Tous les matins sur Urban FM. La meilleure radio de la capitale. La meilleure radio de la capitale. Sur les 104.5 Urban FM, on est avec Jean-Paul. Jean-Paul, bonjour. Bonjour, Comment tu vas ce matin? Ça va très bien. Alors, l'actualité internationale nous emmène où? On va essayer de comprendre l'offensive diplomatique et économique des États-Unis en Afrique. Cette espèce de regain d'attention que les États-Unis ont vis-à-vis du continent africain. Et il faut savoir que les 13, 14 et 15 décembre dernier se sont tenus à Washington le deuxième sommet USA-Afrique. Après le premier sommet, en fait, c'est une initiative de l'administration Obama. Le premier sommet de ce genre avait été tenu en 2016. Ça fait quand même un sacré bout de temps. Et donc, 6 ans plus tard, Joe Biden, successeur démocrate de Barack Obama à la Maison-Blanche, a donc décidé de réactiver, si tu veux, ces espèces de grandes messes de rencontres directes entre les dirigeants américains et les dirigeants africains. Alors, c'est tout à fait normal que Joe Biden le fasse parce qu'on est dans une période où il y a une véritable offensive diplomatique de pays émergents sur le continent africain, en tête desquels la Chine qui est depuis une décennie déjà le plus gros investisseur étrangers sur le continent africain, et d'autres pays émergents ont aussi décidé d'attaquer le continent africain pour y installer, pour y faire des investissements et pour y avoir des attaches véritablement très fortes, bousculant ainsi les partenaires historiques des pays africains que sont les anciennes puissances coloniales, la France, la Grande-Bretagne, le Portugal ou l'Espagne en tête, et venir elles aussi montrer que déjà avoir aussi un moyen, des canaux pour avoir accès aux ressources naturelles africaines, parce que l'Afrique est l'un des plus gros pourvoyeurs de matières premières au monde, qu'elles soient minières, agricoles ou autres. Et puis, dans un deuxième temps aussi, c'est de montrer que les États-Unis n'entendent plus laisser ces puissances émergentes-là être les seules à être sur le continent africain et qu'elle aussi, elle a l'intention d'y prendre sa part. Parce qu'il faut bien comprendre qu'avant la fin des années 90, les États-Unis n'avaient pas... Le continent africain ne représentait pas un grand intérêt pour les États-Unis, que ce soit sur le plan diplomatique, économique ou autre. Lorsque vous regardez les chiffres des exportations, les chiffres des zones géographiques avec lesquelles les États-Unis échangent, il y avait principalement l'Europe, deuxièmement l'Asie, troisièmement l'Amérique latine. Et donc l'Afrique représentait jusqu'au milieu des années 90 moins de 4% des exportations américaines et moins de 4% des échanges économiques en réalité entre les États-Unis et l'Afrique. Et puis, il va y avoir d'abord, après les attentats du 11 septembre en 2001, il va y avoir un changement du positionnement de l'Afrique dans la stratégie globale des États-Unis, mais principalement dans la lutte contre le terrorisme, où on va avoir une tentative de percée américaine sur le continent africain avec l'installation de bases. Malheureusement, les Américains ne vont pas obtenir. Ils vont tenter d'abord d'installer une base dans le golfe de Guinée. Malheureusement, ni le Gabon, ni le Congo, ni le Cameroun ne vont accepter cet accord-là, parce qu'évidemment, ces pays-là avaient déjà de très bonnes relations avec la Chine. Et puis, deuxièmement... la France aussi. Et la France aussi, mais la France est un allié des États-Unis. Mais si tu veux, les Américains ont dû se résoudre dans le cadre de cette lutte-là, de ce positionnement-là, de la lutte contre le terrorisme, et surtout le terrorisme maritime, parce qu'il faut savoir que dans le golfe d'Aden, pour ceux qui regardent un peu les cartes, dans la zone de la Somalie, du Kenya, en allant vers Djibouti là-bas, c'est une zone maritime très prisée par les navires américains. Les Américains ont donc dû mettre en place ce qu'on appelait l'Africa Corps, qui est basé en Allemagne, mais qui a une base, dont le quartier général est en Allemagne, mais qui a une base opérationnelle à Djibouti. C'est dans la pointe du continent vers le nord, là-bas, du côté de la mer Rouge. Bref, donc en dehors de cet intérêt dans le cadre de la lutte contre le terrorisme, et donc dans ce cadre-là, il va y avoir des relations en matière de renseignement, d'échange d'informations avec les pays africains, mais bref, pas véritablement un vrai engouement sur le plan économique, même si j'ai même failli oublier de le dire. Bill Clinton avait mis en place, dès son arrivée en 92 à la Maison-Blanche, ce qu'on appelle l'AGOA, l'African Growth Opportunity Act. Donc, c'est cette espèce de possibilité que les pays africains avaient, la possibilité
vendre d'accéder de manière préférentielle ou de manière prioritaire sur le marché américain. Mais quand on regarde dans le fond, cette AGOA-là, ça concerne essentiellement d'abord les matières premières et minières, donc ce qui intéresse plus les Américains, et puis quelques matières premières agricoles comme le coton. Et ensuite, les conditions sont tellement restrictives parce qu'il n'y a pas que des conditions économiques, il y a des conditions politiques aussi. Il faut respecter des critères de droits de l'homme, c'est tout ce qui constitue une espèce d'ingérence dans la vie interne des pays. Donc tout ça fait que la Chine, lorsque la Chine est arrivée sur le continent, notamment à la fin des années 90, eux, ils sont venus avec une toute autre stratégie, c'est-à-dire que si vous avez besoin de quelque chose, nous, on vous le donne, et puis en échange, vous aussi, vous nous permettez d'investir chez vous, d'accéder à un certain nombre de domaines d'activité, d'accéder à un certain nombre de ressources, et voilà, donc c'est cette espèce de partenariat donnant et gagnant-gagnant, et donc c'est ce qui a permis à la Chine de rapidement devenir le principal investisseur étranger de la plupart des pays africains, puis du continent. Je vous prends un chiffre. En 2020, par exemple, les investissements étrangers directs chinois sur le continent africain représentaient 473,5 milliards de dollars. Dans la même foulée, la même année, en 2020, les investissements américains ne représentaient que 83 milliards de dollars. Donc tu vois, 473 d'un côté et 83 de l'autre, ce qui montre à suffisance combien de fois la Chine est omniprésente sur l'ensemble du continent. Et puis à côté, comme je l'ai dit, il y a d'autres puissances émergentes qui également investissent sur le continent africain. J'en citerai principalement deux. Un, la Russie dont on voit la présence surtout dans le domaine militaire, on le sait, en Centrafrique et surtout au Mali où ça fait beaucoup de remous du côté de l'Occident. Et puis un autre pays, la Turquie aussi qui a décidé de mettre en avant aussi, de mettre en œuvre une véritable offensive diplomatique, économique et politique. On le sait, la Turquie, et là c'est vraiment intéressant, j'en avais même parlé ici, la Turquie, entre 2014 et 2022, la Turquie a multiplié par 3 le nombre de représentations diplomatiques sur le continent. La Turquie a multiplié par 8 le volume des échanges avec le continent africain. Et même sur le plan militaire, sur le plan de la lutte contre le terrorisme, la Turquie est par exemple présente en Libye du côté du gouvernement soutenu par la communauté internationale. Donc, ces pays émergents, la Turquie, la Russie et d'autres aussi, essayent plus ou moins de s'installer sur le continent. Et donc, les États-Unis tirent aussi les conséquences d'un autre fait, c'est que les alliés traditionnels des États-Unis qui sont sur le continent africain ont énormément perdu en termes d'influence. On le voit, la France en tête. La France qui est, par exemple, dont les forces militaires ont été chassées du Mali. La France qui a du mal à lutter contre le terrorisme au Burkina Faso et au Niger, où là-bas aussi ça commence véritablement à semer des remous. On l'a vu dernièrement avec le dernier putsch qui a eu lieu au Burkina Faso, où la représentation diplomatique, l'ambassade de France à Ouagadougou avait été attaquée. Et donc tout ça fait que, et puis il y a une espèce de montée en puissance, d'une espèce de discours anticolonialiste contre la France, en dépit des nombreuses sorties d'Emmanuel Macron, le président français sur le continent africain. On se rappelle dernièrement de sa visite officielle au Cameroun où il avait tenté de fustiger cette espèce de discours anti-français alimenté selon ses dires par une espèce de propagande russe. Bref, ce qui est clair, c'est que l'offensive russe en Ukraine a redéfini les cartes et a suscité de la part des opinions publiques africaines un changement de cap de la part des dirigeants et un changement aussi dans la manière de choisir les partenariats. Donc, privilégier des partenariats qui ne soient plus seulement des partenariats historiques, qui ne soient plus des partenariats asymétriques, à l'instar de ceux dont la perception que les opinions publiques ont dans les relations entre les anciennes colonies françaises et la métropole. Et l'un des meilleurs symboles de cette espèce de relation asymétrique sur le plan économique, c'est le franc CFA, où de plus en plus de gens, d'économistes africains se lèvent pour demander la fin de cette monnaie-là qu'ils considèrent comme étant un instrument de domination de la part de la France sur ses anciennes colonies. Et donc tout ça fait que les Américains, conscients d'abord, je l'ai dit, du recul de l'influence de la France, de l'Angleterre, de l'Espagne et du Portugal, ancienne puissance coloniale sur le continent. Deuxièmement, la montée en puissance des
de ce que les États-Unis considèrent comme étant les principales menaces à leur hégémonie dans le monde, la Chine en tête, avec la montée aussi d'autres pays tels que la Russie et la Turquie, du fait notamment des événements liés à l'invasion du 24 février dernier en Ukraine. Et donc tout ça amène évidemment les Américains à se dire qu'il faudrait essayer de reprendre pied ou de prendre pied sur ce continent-là où ils avaient été absents durant un peu trop longtemps même à leur goût. Et donc tout ça fait que Barack Obama en 2014 avait estimé qu'il fallait reprendre pied sur le continent africain, mais sans un véritable résultat. Hein. Si on regarde concrètement, je l'ai dit, il suffit de regarder les chiffres des investissements directs étrangers en faisant une comparaison entre les idéaux chinois et américains. Et puis, il y a eu aussi le passage de Donald Trump. Durant 4 années, l'ancien président américain avait totalement ignoré le continent africain. Pas une visite sur le continent africain. D'abord même, il avait traité les pays du continent africain de pays de... Donc, tout ça montrait à suffisance que pour lui, le continent africain, son administration, l'Afrique ne représentait absolument rien parce que pour lui, l'Afrique avait représenté moins de 5% du commerce mondial. Et donc, à ce titre, l'Afrique ne pesant pas sur le plan économique, elle n'avait donc aucun intérêt à ses yeux. Et c'est ce qui explique que durant les 4 années de présidence de Donald Trump, l'Afrique n'a occupé aucune place dans la stratégie aussi bien diplomatique, économique ou militaire de la part de cette administration-là. Et puis donc ça fait énormément de mal et ça fait énormément de bien à la Chine qui a encore accentué son influence. Et ça a permis aussi à la Russie, par exemple, de également s'implanter durablement sur le continent. On le voit en Centrafrique et au Mali, par exemple. Et puis, ça a permis aussi cette absence américaine, là aussi, cette absence, cette volonté de ne pas s'intéresser au continent africain a permis aussi à la Turquie de décider aussi de mettre en place son offensive sur le continent africain. Donc, bref, tout le monde s'intéressait au continent africain, sauf les Américains. Et Joe Biden a décidé de changer la donne. Mais lorsque l'on regarde évidemment, ce que le président Biden propose durant ces 3 jours de discussion, on est un peu déçu parce qu'on s'attendait peut-être à une déclaration forte, mais en fait, il s'est agi en réalité au cours de ces 3 jours de discussion de 2 choses. La première chose, c'est Joe Biden a essayé de faire du charme en réalité aux pays africains en leur promettant encore une fois des financements, notamment des infrastructures. Une enveloppe de 55 milliards a été promise par Joe Biden sur 3 ans concernant le financement des infrastructures sur le continent africain. En fait, il faut bien comprendre que c'était un peu une partie de son programme, hein, j'en avais parlé ici. Son programme qui consistait au départ, c'était un programme de 400 milliards de dollars qui devait permettre au continent, aux États-Unis, de pouvoir financer des infrastructures sur le continent. Mais ce financement-là devait respecter un certain nombre de critères encore un peu trop drastiques dans lesquels on incluait des éléments qui n'étaient absolument ni politiques ni économiques, comme je l'ai dit, le respect des droits de l'homme et des droits humains, le fait aussi qu'il fallait que les dirigeants de ces pays-là ne soient pas frappés de sanctions. Et donc tout un tas de mesures qui ont fait que, évidemment, et puis aussi il faut comprendre de l'autre côté que le Congrès américain ne voulait absolument pas qu'une telle enveloppe soit mise à la disposition du continent africain. Donc il avait d'abord été mis de côté, et puis je crois que Joe Biden, à l'issue de ce sommet, l'a ressorti, et il a proposé une enveloppe de 55 milliards sur 3 ans, hein, ce qui reste encore très très loin, par exemple, des 473 milliards de dollars d'investissement chinois. Mais Joe Biden a quand même estimé qu'il fallait faire un premier geste. Et puis, d'un autre côté, il s'agissait, au cours de ces relations-là, de discuter de la part des pays africains, de venir présenter en réalité à l'administration Biden un certain nombre de dossiers qu'ils considéraient comme étant prioritaires dans leurs relations avec les États-Unis. Le Gabon, par exemple, est venu discuter de financement de l'industrialisation décarbonée, de mise en place de financement de projets qui vont en faveur de la préservation de l'environnement. La Mauritanie est venue parler de projets gaziers, la RDC est venue parler de l'insécurité dans l'Est, notamment du côté de son voisin avec le Rwanda. Bref, chaque pays est venu avec un dossier en marge si tu veux, de l'agenda principal qui était développé par l'administration Biden. Mais ce qu'on peut dire de manière globale, les États-Unis ont décidé de revenir, font une tentative
de reprendre pied sur le continent africain, malheureusement, ils ne mettent pas les moyens, à mon sens, qu'il faut pour véritablement concurrencer la Chine ou la Russie ou encore la Turquie. Et ça, c'est bien dommage parce que ça montre véritablement, une fois de plus, que les États-Unis, en réalité, n'ont pas une véritable politique à moyen ou à long terme sur le continent africain. Là, on voit que c'est juste un effet d'annonce qui vise à essayer d'attirer l'attention sur eux pour essayer de détourner un peu l'intérêt que les Africains portent véritablement, notamment à la Chine et à la Russie. Et ça, je ne pense pas que ça puisse véritablement porter ses fruits, comme je le dis, à moyen et à long terme, parce que les Africains n'ont pas besoin de personnes qui viennent pour leur raconter ou leur faire de promesses dont on n'est pas sûr de l'issue, hein, parce que si Donald Trump revient au pouvoir, il est clair que ces 55 milliards ne seront pas en totalité sur le continent africain. Et puis la deuxième chose, c'est que les Africains ont besoin de vrais partenaires solides, francs et qui ont de vrais projets sur le long terme. C'est justement la force de la Chine avec son projet Une ceinture, une route, dans laquelle il espère investir sur 10 ans à peu près 1200 milliards de dollars, ce qui est très très loin des ambitions américaines sur le continent. Et ça, c'est quelque chose contre laquelle malheureusement les Américains ne pourront rien faire. Merci Jean-Paul qui revenait sur l'actualité internationale ce matin sur les 104.5 Urban FM, la station urbaine, dans le Da Fresh Morning. Restez connectés. Le Da Fresh Morning, c'est 104.5 tonnes de bonne humeur. Tous les matins sur Urban FM. La meilleure radio de la capitale. La meilleure radio de la capitale.